赤座お前は度が過ぎる。 Depuis un mois et demi déjà, la saison 3 de Demon Slayer bat son plein. Il nous a déjà offert son lot de scènes d'animation de combat mémorables. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Un nouvel arc qui, après seulement 2 épisodes, rentre déjà en sa phase d'action intense. L'attaque du village des forgerons, dont la localisation était pourtant gardée secrète depuis des siècles. Mais est-ce que cette saison s'annonce comme la meilleure de Kimetsu no Yaiba jusqu'à présent? C'est ce que nous allons tâcher de voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur Demon Slayer qui arrivent. Le premier épisode, qui je le rappelle, était sorti au cinéma en avant-première et que j'ai eu la chance de voir au Maroc, était excellent. Petit bémol cependant, lors de la diffusion, ils ont aussi mis les derniers épisodes de la saison 2 et ils n'ont fait aucun effort de montage, ils ont laissé certains endings, ils ont laissé les résumés d'épisodes, bref c'était n'importe quoi. Cet épisode était d'une durée exceptionnelle de 40 minutes, comme le premier épisode de la saison 2 post-Train de l'Infini. Il nous a offert tout un passage extrêmement beau, prenant, nous introduisant toutes les lunes démoniaques restantes de façon efficace et plaisante. Pour cette découverte de nouveaux membres des lunes démoniaques, le choix habile fait par l'auteur a été de le faire en prenant le point de vue de la seule lune démoniaque encore vivante que l'on connaît déjà, Akaza. Akaza, qui maintenant que j'ai vu les 6 lunes, est pour moi vraiment le plus stylé. Toute la scène où il se balade dans la dimension avec cette ambiance japonaise était splendide, avec la femme Biwa et son instrument à cordes, dont j'ignore le nom, et dans la mise en scène des interactions entre les lunes démoniaques, ils en ont fait beaucoup quand même. Je parle de ça, regardez. あれは首を生けるものではない。 Sur Twitter, j'ai vu que ça a comparé cette scène, cette mise en scène, à celle de Bollywood. Je n'avais pas la ref, honnêtement, mais après visionnage d'un extrait, c'est vrai que ça y ressemble. Et c'est plutôt marrant. Ok, la première lune est vraiment très stylée aussi. Surtout avec son introduction, j'allais dire spectaculaire, mais ce n'est pas le bon terme, parce que en fin de compte, elle s'est fait avec sobriété. Mais quand on découvre ses 6 yeux, je trouve que ça gâche son charisme. C'est assez moche. Une introduction tout du moins exceptionnelle. Pendant toute la réunion des lunes, celle-ci était de dos, assis sur les genoux, comme ça peut être le cas dans les salons japonais, les salons de thé notamment, que justement cette dimension où se trouvent les lunes démoniaques évoque. Il restait tout le long alors que la réunion se déroulait, sans jamais se retourner ou montrer son visage, comme s'il ne craignait pas Muzan. Ce fut d'ailleurs le seul de la réunion à ne pas remettre en question les réprimandes de Muzan, ou se plaindre, ou se chercher des excuses. Il a simplement dit « je ne sais pas quoi vous dire ». Muzan a condamné toutes les lunes démoniaques supérieures pour leur inefficacité et leur inutilité. Toutes ont trouvé quelque chose à dire sauf cette fameuse première lune du haut de son premier siège et Akaza qui lui a eu un traitement spécial la saison dernière quand il s'est vanté d'avoir tué le pilier de la flamme, Rengoku Kyojuro. Pour le coup, Akaza n'a pas dit un mot de la réunion. D'ailleurs, cette première lune a le seiyū de Byakuya Kuchiki dans Bleach. 私の言いたいことは Plus tard, nous voyons dans un souvenir héréditaire de Tanjiro, oui, drôle de concept d'avoir des souvenirs de ses ancêtres, d'où ça sort et pourquoi certains en ont et pas d'autres, c'est assez bizarre. Nous voyons un individu qui lui ressemble, qui discute avec un autre individu qui ressemble énormément à la première lune démoniaque, et qui ressemble également au pantin qu'affronte Tanjiro pour s'entraîner. Bien évidemment, je m'étais dit que les 3 personnages étaient la même personne. Ça tombe sous le sens, puisque de 1, ils se ressemblent énormément, et de 2, on nous présente la première lune démoniaque, et juste après, on a le fameux rêve de Tanjiro. Cependant, j'aimais quand même quelques doutes, parce que de 1, les seiyū ne sont pas les mêmes, mais ça, je me disais que, peut-être, en se transformant en démon, sa voix a changé. Ce personnage à la voix de Kakashi dans Naruto ou Willy Tiber dans Shingeki no Kyojin, 住吉道を極めた者がたどり着く場所は tandis que l'autre a celle de Byakuya. Et c'est le même personnage que ce moment dans la saison 2. Mais ce qui me fait sérieusement douter, c'est justement ce moment, et plus loin dans la saison 3, à l'épisode 5, le dernier en date, la 4ème lune qui justement a le même sort de flashback en voyant Tanjiro. Si c'était vraiment la première lune, j'imagine quand même qu'il aurait fait une remarque là-dessus. Là, il le désigne comme celui qui a acculé Muzan, comme si c'était une personne différente de la première lune. D'ailleurs, la première lune n'a pas de boucle d'oreille en soleil. Et surtout, apparemment, ils n'ont pas le même nom. La première lune s'appelle Kokushibo, alors que l'autre, en tout cas, celui qui a servi de base pour concevoir la marionnette, s'appelle Yoruichi. Je pense que nous faire croire que c'est la même personne était volontaire, parce que littéralement, juste après nous avoir introduit Kokushibo, on nous met ce flashback sans préciser le nom de Yoruichi. Si ce ne sont pas la même personne, Kokushibo doit sûrement être un descendant de Yoruichi. Ils se ressemblent
tous c'est abusé. Lui, Yoruichi et le père de Tanjiro. Tanjiro lui-même ressemble énormément à ses frères et à Somiko, le gars du flashback, donc voilà, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait plusieurs générations d'écart entre Kokushibo et Yoruichi. En tout cas, je suis content que la première lune soit un ex-profondeur. Depuis que Akaza l'a proposé à Rengoku, j'ai gardé cette envie de voir un profondeur, démon, et plus particulièrement un pilier. Bon, il n'est pas certain que ce soit un profondeur, il a pu vivre à l'époque des samouraïs comme Yoruichi, et dans ce cas, peut-être n'est qu'un samouraï. Mais je trouverais ça dommage, je pense vraiment que c'est un ex-profondeur. Quoi qu'il en soit, après une séance d'entraînement rapide avec le pantin de Yoruichi, le village des forgerons est attaqué. Comme par hasard, j'ai envie de dire, ça fait des siècles qu'il est caché, il se fait attaquer quand Tanjiro séjourne dedans. Il est attaqué par des lunes encore plus puissantes que la précédente théoriquement, et pourtant Tanjiro n'a eu le droit qu'à un entraînement rapide contre le pantin. Pas de là à justifier un power-up énorme qui légitimerait sa victoire sur ces lunes selon moi. D'ailleurs tout cela me dérange un peu. Alors oui, peut-être que cette génération de piliers est la plus puissante de toutes, mais quand même, quand on sait que Gyotaro à lui seul a tué 13 piliers et sa sœur 7, mais bon je pense que Gyotaro l'a aidé parce qu'elle est beaucoup trop nulle pour ça, donc disons que Gyotaro en a décimé 20, je crois qu'actuellement il y a une dizaine de piliers à peu près, donc rien que la 6ème lune démoniaque a tué l'équivalent de 2 générations de piliers, c'est quand même beaucoup. Si lui en a tué autant, combien on a tué la première lune par exemple? Peut-être qu'il se bat plus souvent que les autres, mais quand même, et puis cela fait 113 ans qu'aucune lune démoniaque supérieure n'a été tuée, il ne manquerait plus que une des deux qui ont attaqué le village se fasse tuer maintenant, ça serait abusé quand même. Pour que ce que raconte Gyotaro soit crédible, il faut qu'un autre pilier meurt. Là, Genya n'est même pas pilier et arrive quand même à se débrouiller face à Han Tengu. À la fin de l'épisode 5, on découvre que c'est un démon. Je me demande bien quand est-ce qu'il a été transformé. Après la réunion des piliers pour décider du cas de Nezuko, ça c'est sûr. Maintenant qu'il est un démon, lui aussi, il ne peut plus juger Nezuko. Mais comment a-t-il gardé son humanité? En tout cas, ça explique comment sa dent s'est régénérée et c'est peut-être pour ça qu'il est si distant. Il a peut-être peur de faire du mal aux autres. Le pilier de la brume. J'aime son développement. Tanjiro lui a montré ce qu'était la gentillesse alors que lui avait une vision très utilitariste du monde. Il allait sauver le village et laisser un enfant mourir sur le chemin quand il s'est souvenu des paroles de Tanjiro. Muichiro Tokito a l'esprit embrumé. Joli symbole avec son souffle. Il a perdu la mémoire et se rappelle progressivement de bribes de son passé. Visiblement dans son passé, il était quelqu'un de bienveillant. En tout cas, son dernier souvenir laisse suggérer qu'on lui a déjà dit qu'il sauvait des vies vaines. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des combats et de son contact avec Tanjiro, Muichiro recouvre la mémoire et se rappelle de qui il est vraiment. Un sauveur, loin de son antipathisme actuel. Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est que dans le passé, c'était un sauveur, puis suite à l'événement qui résonne en Muichiro quand Goko parle, eh bien Muichiro est effectivement devenu utilitariste et a ensuite perdu la mémoire. Ça lui donnerait un double développement puisque dans un premier temps, il va redevenir gentil entre guillemets, puis en recouvrant davantage la mémoire, va être tourmenté et être tiraillé entre les valeurs que lui a inculquées Tanjiro et la conclusion à laquelle il est arrivé à l'époque, pour finalement devenir complètement un sauveur. On est d'accord que c'est quand même mieux si ça se passe comme ça. J'aime bien qu'un des démons génère des monstres démoniaques, ça permet un arc moins linéaire que d'habitude, moins concentré en un point, en un seul ennemi et avec des combats et attaques multiples. C'est bien plus appréciable que l'arc précédent où certes les combats se sont enchaînés superbement et étaient magnifiques visuellement, mais où à partir du moment où Tanjiro affronte Daki, c'est juste combat sur combat avec de plus en plus de combattants qui rejoignent la mêlée. Ce qui pour moi est censé être réservé uniquement au climax. Parlons-en de la scène du sabre de feu écarlate de Tanjiro signée Nozomu Abe, le gars qui a animé la fameuse scène de l'épisode 19 entre autres, ou encore le dernier échange de coups entre Rengoku et Akaza. Magnifique, quelle animation, quelle couleur, quelle fluidité, quelles émotions, quelle épicness, j'ai adoré, avec en plus une nouvelle fois le parallèle entre Yoruichi et Tanjiro. L'histoire se répète et nul doute que le sabre qui est en train de se réparer est soit rouge, soit sera particulièrement compatible avec les flammes de Nezuko.